Le Fordisme. Ford et le travail en chaîne. Le Fordisme désigne le mode d'organisation du travail qui est mis en place par l'industriel américain Henry Ford, 1863-1947. C'est un contemporain de Taylor. Il l'a mis en place dans ses usines d'automobiles de Détroit, à l'occasion de la production d'un nouveau modèle, la Ford T noire, à partir de 1907. Donc il s'est basé sur Taylor tout en ajoutant un certain nombre de principes. Le modèle de Taylor, de Ford, s'est développé dans un contexte où les États-Unis vont s'imposer comme une superpuissance économique face à une Europe fragilisée par les problèmes de la Première Guerre mondiale. Voyons maintenant les origines du Fordisme. Chez Ford, la production des voitures était basée sur un style de travail manuel, presque artisanal, qui ne permet pas de produire de grandes quantités. C'est à quoi Ford voulait arriver, produire une plus grande quantité de voitures, mais l'organisation du travail bloquait cet objectif. Remarquons, c'est la même problématique à laquelle s'est attaqué Taylor dans une usine d'acier. Donc, c'est le même problème entre les deux, comment augmenter la productivité dans un contexte d'organisation de travail qui ne le permet pas. Le Fordisme et le Taylorisme constituent quelque part la même école de pensée. Pour changer le mode d'organisation, Ford a appliqué les principes de l'organisation scientifique du travail en observant les tâches nécessaires à l'assemblage des voitures et en les optimisant selon une séquence qui minimise le temps d'arrêt entre chacune des tâches. Donc tout ce qui est manutention, attente pour aller chercher des pièces, pour se déplacer vers un autre poste de travail, donc tout ça, il faut le minimiser. Pour minimiser au maximum ce temps d'arrêt, Ford a pensé à un mode d'organisation où les ouvriers spécialisés resteront fixés à leur poste de travail et c'est le corps de la voiture qui se déplace devant eux. Ford n'a rien inventé. Il a seulement adapté à son usine ce qui est remarqué dans les abattoirs de Chicago, où les ouvriers sont affectés à des postes spécifiques et c'est les carcasses qui se déplacent tout au long de la ligne. Un autre concept de l'économie est né, c'est le travail en chaîne. Le travail en chaîne, c'est ce que Ford a ajouté en plus par rapport à l'organisation scientifique de Taylor. Le corps de la voiture se déplaçait le long de la chaîne de montage et passait par les différents ateliers de travail individuels où un travailleur répétait une opération simple, une opération spécialisée simple. Mais pour réaliser une grande production, il ne lui suffisait pas seulement d'organiser son entreprise sur la base de la spécialisation des ouvriers et le travail à la chaîne, il a fallu aussi homogénéiser la production, travailler des pièces mais qui sont identiques. C'est l'homogénéisation de la production pour effectivement bénéficier des avantages de ce mode d'organisation. C'est là la standardisation de la production. Un autre concept de l'économie très important en rapport avec l'organisation du travail. La standardisation signifie ramener un produit ou ses composantes à une norme, un modèle unique, avec des caractéristiques bien définies. Ce qui va faciliter par la suite la robotisation de la production. C'est la standardisation. En mettant en place cette organisation basée sur la spécialisation verticale et la spécialisation horizontale,
la standardisation des produits et le travail à la chaîne, Ford est arrivé à augmenter la production et à entraîner avec lui le monde développé tout entier dans l'ère de la production de masse. Toutefois, la production de masse à elle seule n'est pas suffisante. Il faut que cette production soit écoulée sur un marché. Pour ce faire, Ford était favorable à une augmentation du pouvoir d'achat de la population, chose qui a effectivement permis le développement de la consommation de masse. Si on veut maintenant résumer le modèle de Ford, on peut dire que le Fordisme est un modèle économique basé sur la production de masse et sur la consommation de masse. Le lien est ainsi établi entre la sphère économique et la sphère sociale. Les forts gains de productivité permettent des augmentations de salaire, contribuant à une forte croissance économique qui, en retour, soutient la productivité. C'est sur ce modèle que le capitalisme industriel, qui a prédominé dans les pays occidentaux, a fonctionné pendant les 30 glorieuses, c'est-à-dire de 1945 à 1975, où l'accroissement de la production était intimement lié à la hausse des salaires. En 1914, Ford accorde la journée de 8 heures de travail, alors qu'elle était de 10 heures, et un salaire quotidien de 5 dollars, $5 a day, alors que le salaire hebdomadaire moyen était de 11 dollars. Une grande différence. Mais elle a exigé en contrepartie, en retour, ponctualité, respect des cadences élevées, absence de syndicats jusqu'en 1914. Voyons maintenant avec un peu de détail les bases du Fordisme. Pour Ford, le poste de travail constitue le lieu de naissance de la valeur. J'ouvre ici une parenthèse. Et lui aussi, il est fidèle au principe de la valeur travail chez les libéraux. Le travail est la source de la richesse. Donc le poste, il est très important. Deuxièmement, l'application rationnelle d'une division du travail a pour principale conséquence le renforcement des économies d'échelle. C'est la diminution du coût de production par unité produite lorsque la production augmente. Les causes de cette loi sont les frais fixes de production, les bâtiments, les machines et les autres infrastructures sont répartis sur une grande quantité produite, donc le coût il diminue au fur et à mesure que la quantité augmente, et aussi les effets d'apprentissage et d'économie réalisés sur les coûts. Économie réalisée surtout sur le coût d'approvisionnement. Lorsqu'on s'approvisionne en de grandes quantités, forcément le coût d'approvisionnement diminue. Et aussi la spécialisation. Ford s'est spécialisé dans la fabrication d'un seul modèle, l'équivalent des low cost actuels. Il tient à ce que chaque véhicule ressemble exactement à l'autre, qu'elles sortent de l'usine, toutes semblables, comme deux épingles au sortir d'une usine d'épingles. Il fait référence ici au texte d'Adam Smith. Ford a suivi aussi une stratégie d'intégration en amont, vers l'approvisionnement, pour assurer un approvisionnement sûr et à moindre coût de toutes les matières et les fournitures, de tout ce qui entre dans la fabrication des voitures de l'époque. Il est allé même jusqu'à l'acquisition des plantations de caoutchouc, des forêts, des puits de pétrole, etc.
Ce mode d'organisation et ces stratégies ont permis la diminution du coût et donc la diminution du prix de vente de voitures. Selon plusieurs sources scientifiques, en 1909, le prix d'une voiture Ford était de 900 $. Elle est tombée en 1916 à 345 seulement. D'où la multiplication des ventes multipliée par l'augmentation du pouvoir d'achat. Donc c'est un cercle vertueux de la croissance. Ford détenait en 1921 60% des marchés américains en ne laissant à ses concurrents que le haut de gamme, où on ne peut pas appliquer les principes de la spécialisation et de la standardisation. Donc les luxes nécessitent des touches qualifiées. Comme synthèse, le Fordisme a marqué un tournant historique dans le développement économique des pays occidentaux. Ce mode d'organisation a eu des conséquences comme une hausse de la production et de la productivité, une baisse des coûts de production, l'amélioration des conditions de vie, pas de travail des ouvriers, augmentation des salaires, diminution des temps de travail, diminution des prix de vente et augmentation de la consommation, donc des effets positifs sur tous les plans. Mais le Fordisme comporte aussi certaines limites, notamment son incapacité à faire face à une production plus diversifiée. Les conditions de travail sur les premières chaînes de montage étaient telles que le taux de rotation de la main-d'œuvre avoisinait 40 à 60% par mois. Seule une augmentation salariale a pu stabiliser ces conditions. C'était des conditions très difficiles.